Lâche, malpoli, feignant, gréviste, tant de jolis mots pour parler de nous les Français. On dirait bien que critiquer le pays du fromage et du vin est devenu le sport national des Anglais et des Américains et d'autres pays comme nous le verrons aussi dans cette vidéo. Alors accrochez-vous bien, aujourd'hui on va parler French bashing. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler French bashing. Mais avant de commencer, je vous invite vivement à vous abonner, à liker et à commenter. Une fois que c'est fait, je pense qu'on peut commencer la vidéo. Allez, let's go! Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord se donner une petite définition des termes et notamment du mot bashing qui vient de l'anglais pour partir sur de bonnes bases. Selon Wikipédia, le bashing, mot qui désigne en anglais le fait de frapper violemment, d'infliger une raclée, est un emprunt lexical à l'anglais utilisé pour décrire le jeu ou la forme de défoulement qui consiste à dénigrer collectivement une personne ou un sujet. Lorsque le bashing se déroule sur la place publique, il s'apparente parfois à un lynchage médiatique. Le développement d'Internet et des réseaux sociaux a offert au bashing un nouveau champ d'action en permettant à beaucoup plus de monde de pratiquer dans l'anonymat cette activité collective. Donc en gros, le French bashing, ou aussi appelé la francophobie, serait un ressentiment anti-français qui se caractériserait par un ensemble de comportements ou de stéréotypes à l'égard de la France et des Français. Vous allez me dire, mais qui oserait pratiquer le French bashing? Vous voyez pas? Bon allez, je vais vous aider un peu. Si je vous dis qu'ils ont une reine qui est increvable, qu'ils aiment se sentir différents en roulant à gauche par exemple, ou qu'ils mangent des haricots au petit-déj. Bon allez, je pense que vous avez deviné de qui on parle, les Anglais. Pour comprendre le French bashing en Angleterre, il faut faire un grand bond en arrière et se rendre directement au Moyen-Âge. Comme vous le savez tous si vous êtes un jour allés à l'école, à cette époque, notre occupation préférée c'était d'aller faire la guerre à nos voisins les Anglais. Et on était plutôt bon à ce petit jeu-là, puisque le French bashing est né d'une rancœur avec le dicton « Always blame the French ». En gros, en 1066, à la bataille d'Hastings, le Normand Guillaume le Conquérant vainc le roi d'Angleterre, Harold de Godwinson, et devient lui-même le roi d'Angleterre. Mais les Anglais, ils ont pas trop aimé cette défaite-là. Les gars s'en sont jamais remis, puisque c'était le début de la haine des petits Frenchies. Ouais, parce que c'est d'eux que viennent tous ces petits surnoms et ces petits clichés qu'on adore. Les flemmards, les paresseux, les feignants, les grévistes, les froggies aussi, dus à notre nourriture. Mais au XXe siècle, la situation change puisque l'Angleterre et la France se retrouvent à avoir un petit problème en commun. Hitler. Et pourtant de nos jours, le French bashing persiste en Angleterre. Je vous avais dit, ils sont mauvais perdants. Et en Angleterre, contrairement aux autres pays comme nous le verrons, c'est surtout au niveau politique qu'il y a du French bashing. Par exemple, en 2012, lors de la campagne pour les élections générales britanniques, le premier ministre de l'époque, David Cameron, critiquait son adversaire Ed Miliband en évoquant son rêve français, qui était donc de suivre la même dynamique que le gouvernement français. Ce à quoi Cameron a répondu « Mais où cette dynamique a-t-elle mené ? Le chômage de l'autre côté de la Manche est presque 2 fois plus important qu'aux États-Unis. Et notre économie croît 7 fois plus rapidement que celle de la France. » Aussi, il y a eu ce moment où Boris Johnson, lorsqu'il n'était encore que maire de Londres, a qualifié la politique fiscale de la France de pire tyrannie depuis 1789. Rien que ça. Et enfin, il va bien falloir mettre les pieds dans le plat et s'aventurer sur ce sujet périlleux, le Brexit. La presse britannique préparait déjà son opinion publique à l'éventualité d'un échec des négociations commerciales avec l'UE, en blâmant d'ores et déjà la France et ses exigences malvenues. La presse anglaise, comme le Daily Mail, s'est amusée à critiquer de manière plutôt moqueuse et même violente la France et tout ça pour une histoire de pêche. Ouais, bon les gars, ils critiquent, mais ils sont bien contents de se casser en France lorsque le Brexit leur plaît plus. Mais il n'y a pas seulement les Anglais qui pratiquent le French bashing. Et pour voir ça, il va falloir se rendre à l'autre bout de l'Atlantique, direction les États-Unis.
Et comme pour les Anglais, il faut faire un petit retour en arrière. Après la Première Guerre mondiale, dans les années 30, c'est la crise économique aux États-Unis. La majorité des Américains sont de simples ouvriers et à côté de ça, les Français sont vus comme des personnes riches, délicates, efféminées, bref, tout le contraire de l'homme fort américain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France est vaincue par les nazis. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas cette défaite qui a choqué les Américains, mais l'armistice du 22 juin 1940 et la collaboration avec l'Allemagne nazie qui fut vue comme une trahison. Bref, aux yeux des Américains, nous étions lâches et faibles. Mais bon, encore jusque-là, ça allait, car ce fut en 2003 que la francophobie revint au devant de la scène aux États-Unis. Les attentats du 11 septembre avaient énormément rapproché la France des États-Unis, car Jacques Chirac avait apporté un énorme soutien au président de l'époque, George W. Bush. Et donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va pas? Eh bien c'est que 2 ans après cet événement tristement célèbre, la France ne soutient pas l'assaut militaire qui se prépare en Irak. Les Américains ne comprennent pas cette décision, notamment après le renfort qu'il leur avait apporté lors de la Seconde Guerre mondiale. On assiste alors à une grande vague d'indignation aux États-Unis. Et comme on s'y attendait pas, on fut traité de lâche. Comme c'est bizarre. Et alors là les gars, vous êtes pas prêts. Parce que les Américains, quand ils sont en colère, ils font pas les choses à moitié. Les produits français sont boycottés, les Américains déversent du vin rouge dans les caniveaux, les voitures Peugeot sont saccagées, les frites étaient boycottées. Alors désolé les Belges, moi de base je croyais que c'était vous, le pays des frites, mais pour les Américains, c'est pas le cas. Les French fries sont renommés les Freedom Fries par les restaurateurs pour éviter d'être associés à la France. Même le Simpsons s'y met, puisque les Français sont nommés par eux You cheese-eating surrender monkeys! Qui veut dire les singes capitulaires bouffeurs de fromage. Le respect est définitivement mort. On voit des slogans émerger comme Friends Kiss My American qui veut dire France embrasse mon américain. Il y a même des groupes de lycéens qui doivent annuler leur voyage car les familles d'accueil refusent d'héberger des Français. Bref, je vais m'arrêter là parce que la liste est très longue, mais sachez que le French bashing a aussi touché l'armée française et même un candidat américain pour les élections présidentielles parce qu'il parlait tout simplement français. La langue de Jean-Baptiste Molière. Et je ne peux pas vous parler des USA sans évoquer l'affaire Dominique Strauss-Kahn. En 2011, cette affaire a ravivé le French bashing aux États-Unis. Dominique Strauss-Kahn, alors en lice pour les élections présidentielles françaises, est arrêté par les autorités américaines pour agression sexuelle. Cette affaire fait en fait écho à un personnage de la pop culture américaine, Pépé le putois ou Pépé le Pew. Il s'agit tout simplement d'un putois qui drague avec beaucoup d'insistance son ami. On parlerait même d'harcèlement et de culture du viol. Et devinez quoi? Ce putois parle français! Ce personnage est un élément important pour la construction des clichés envers les Français. En effet, l'odeur nauséabonde du putois fait référence au problème d'hygiène des Français. Et le côté dragueur rappelle l'esprit très libertin français qui est peu apprécié par les Américains. Avec cette histoire, beaucoup d'Américains voient le fictif devenir réalité. Mais bon, il n'y a pas que les Anglais et les Américains qui pratiquent le French bashing. Il y a aussi l'Australie, par exemple, qui voit les Français comme des voleurs, ou alors la Turquie, après toutes ces histoires de caricatures, qui a comparé les vilains Français aux nazis face aux musulmans. Rien que ça. Mais le French bashing a été énormément relayé par cette industrie qui s'est bien implantée aux États-Unis. Le cinéma. Dans le 7e art, les Français sont souvent vus comme les grands méchants, comme dans Indiana Jones et l'Arche perdue, ou dans Quantum of Solace, où Mathieu Amalric personnifie à merveille ce manipulateur distingué, dont les manières polies de la haute société dissimulent le sadisme. Sans parler de Lambert Wilson, caricaturalement appelé le mérovingien dans Matrix. Nolwenn Mingant déclare même « On lui a demandé de jouer le français et de forcer son accent ». Aussi, dans The Revenant, les rares personnages qui parlent français sont d'odieux trappeurs menés par un dénommé Toussaint, violent et violeur. Les Français sont aussi vus comme de maléfiques séducteurs et la femme française est souvent la femme fatale qui joue de ses charmes pour mener les hommes à leur perte.
Mais à force de stéréotyper les Français, le scénario va jusqu'à même transformer les faits historiques. Prenons l'exemple de The King et Dunkerque. Alors vous allez me dire, Domichi, qu'est-ce qui va pas avec ces films? En soi, c'est que de la fiction. Eh bien, le problème, c'est que ce sont des films qui se prétendent historiques, c'est-à-dire basés sur des faits réels passés. Attaquons-nous tout d'abord à The King, réalisé par David Michôd. Il ne représente absolument pas la réalité, que ce soit dans le déroulement de la bataille, dans de fausses dates et même sur les personnages. En effet, Henri V, joué par Timothée Chalamet, est vu dans le film comme un roi humble, gentil, proche de ses soldats et surtout qui n'aime pas la guerre. En réalité, Henri V était un guerrier formé depuis le plus jeune âge. Dès qu'il débarqua en France, il n'épargna ni soldats ni civils, il pilla et massacra. Donc Henri V, c'est pas le joli et mignon petit Timothée Chalamet. Et il y a aussi cet autre personnage présent dans le film, du côté français cette fois-ci, Louis de Guyenne. Selon les historiens, c'était un roi pieux qui avait des problèmes de santé et surtout qui n'était pas présent à la bataille d'Azincourt. Alors que dans le film, il est joué par Robert Pattinson et il est cruel, insupportable, grossier et surtout bien présent. Maintenant, on va passer à Dunkerque, qui a été réalisé par Christopher Nolan et qui parle de l'évacuation britannique. Et dans le film, on se pose tous la même question. Que foutent les Français? Où sont-ils, bordel? Selon le film, nulle part. Et pourtant, ils sont des dizaines de milliers à se battre autour de Dunkerque pour assurer la protection de l'évacuation. Mais cela, Nolan ne le montre pas. Il ne montre pas ces 40 000 Français qui se battent contre 168 000 Allemands pour que les Anglais puissent évacuer. Donc, petit message aux scénaristes. Avant de vouloir écrire un film historique, assurez-vous d'avoir déjà ouvert un livre d'histoire. C'est la fin de cette vidéo. Tout à l'heure, en me rapprochant de la caméra, j'ai vu que j'avais des énormes cernes encore plus grandes que mon avenir. Alors excusez-moi de vous avoir infligé cette jolie tête durant toute la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de faire les recherches, de tourner, de vous partager plein de choses sur ce sujet. Je trouve ça juste incroyable ce qui s'est passé. Bref, je vais vous refaire le petit refrain habituel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!